Place maintenant à notre grand angle. Des Occidentaux qui n'ont pas vu, pas voulu voir la menace russe, Vladimir Poutine qui pensait conquérir l'Ukraine en quelques jours. Ce double aveuglement est au cœur de votre livre. Bienvenue, Amit Bozarslan. Bonjour, merci. Vous êtes docteur en histoire, en sciences politiques. Votre ouvrage vient de paraître aux éditions CNRS, plus d'un an après le début de cette invasion. Alors comment vous l'expliquez, ce double aveuglement des Occidentaux, trop naïfs, et un Vladimir Poutine trop sûr de lui, hors sol ? Vladimir Poutine hors sol, Vladimir Poutine le répétait depuis 2008, mais surtout depuis 2013-2014, que l'Occident avait perdu toute sa virilité, tout son sens d'honneur. Depuis la guerre en Géorgie Depuis la guerre en Géorgie, et puis par la suite, effectivement, le jour où le président Obama a refusé d'intervenir en Syrie, alors que le régime de Bachar al-Assad avait utilisé des armes chimiques, ce qui a ouvert effectivement la voie au premier conflit ukrainien. L'occupation de la Crimée est la conséquence directe de la lâcheté des démocraties en Syrie. La première guerre, disons, dans le Donbass commence aussi à ce moment-là. Donc depuis ce moment-là, Poutine le rappelle, l'Occident a perdu son honneur, l'Occident n'a plus la capacité de se défendre, ni de défendre ses zones d'intérêt, alors qu'en face de l'Occident émergent de nouvelles puissances, et la Russie et la Chine font partie de ces nouvelles puissances. Donc de ce point de vue-là, il avait effectivement une confiance absolue en sa capacité. Et vous dites aussi que l'Afghanistan, le départ des Américains, chaotique, lui a aussi donné cette confiance. C'était effectivement une nouvelle confiance parce que 10 ans après, ou disons, l'inaction de démocratie en Syrie, en 2021, les Américains se retirent, les scènes de chaos. Pour les Américains, cela était beaucoup plus une humiliation qu'une défaite, parce qu'il était évident que les Américains n'allaient pas rester éternellement en Afghanistan. Mais l'interprétation que Poutine en a faite, c'est que c'est un signe ultime, irréversible de retrait ou tout simplement de la déchéance occidentale. Il ne parle absolument pas en termes de démocratie, bien entendu. Pour lui, la Russie constitue une civilisation, une nation, un empire qui combat effectivement une autre civilisation qui serait la civilisation occidentale. On va y revenir, mais effectivement, Amit Bozarslan, vous le rappelez, pour lui au début c'est vraiment une opération spéciale. C'est même pas, il n'essaye pas d'édulcorer ou de ne pas parler de guerre. Il pensait vraiment que ça allait être éclair. On se rappelle de ces colonnes de chars. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Il était mal informé ou encore une fois, il était trop sûr de lui? Je pense qu'il était quand même pris par ce complexe d'hubris, ce qui les Grecs... D'orgueil. Voilà, d'orgueil, de surpuissance, de sentiment de surpuissance que les Grecs craignaient beaucoup. Et les Grecs disaient qu'il fallait absolument contrebalancer l'hubris par le nomos, qui est le principe de modération, le principe de rationalité. Et quand l'hubris n'est pas contrebalancé ou balancé avec le principe de nomos, il y a le némésis, la revanche des dieux. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il avait une confiance absolue en son appareil. Et on voit combien le système soviétique, qui était déjà très paralysé, où il y avait des problèmes de communication, où le bas n'informait pas le haut de la situation réelle du pays, a continué sous la Russie de Poutine. Mais il n'y a pas que cela. Pour lui, les frontières westphaliennes, ça veut dire les frontières qui fondent notre monde international, qui distinguent la surface de la Terre en État, n'existent pas. Pour lui, la Russie est un empire. Oui, vous vous rappelez qu'il y a eu des traités, enfin la justice internationale a tranché par 3 fois en parlant de des frontières, voilà, exactement. De l'inviolabilité. Il est passé outre. Voilà, pour lui, il ne s'agit absolument pas de respecter ces frontières-là. Les frontières de la Russie ne peuvent être que les frontières de l'Empire, un empire du 19e siècle, pas nécessairement l'Empire soviétique de 20e. Oui, ça vous développez, on va y revenir là aussi, parce que vous développez effectivement, pour vous, on est au 19e siècle, c'est même pas un souvenir, une nostalgie de l'ère soviétique, c'est encore avant. C'est encore avant. Je crois que ce point-là est extrêmement important, parce que Poutine n'est absolument pas nostalgique du communisme soviétique. Il n'a jamais été très probablement communiste. Il veut être le tsar. Il veut être le tsar, voilà. Il veut être le tsar. Vous aviez prédit cette guerre. Beaucoup de gens ont hésité avant. Tout le monde avait son commandement
commentaire, est-ce qu'il y aura une guerre ou il n'y a pas de guerre? Il y en a une, vous l'aviez prédit. Vous dites aussi aujourd'hui qu'il ne va pas la gagner, la guerre, Vladimir Poutine. Sur quoi vous appuyez-vous? Alors, à vrai dire, j'avais déjà dit dès les premiers jours de la guerre que Poutine ne pourra pas gagner cette guerre. Poutine pourrait occuper toute l'Ukraine sans pouvoir gagner la guerre. Je crois qu'il y a une dissociation entre le front militaire et cette projection de soi en tant que fondateur d'un nouvel empire. Voilà, le poutinisme ne dispose plus du tout des ressorts de solidarité, de mobilisation en interne. Même au sein de sa population, parce qu'on a l'impression qu'elle ne réagit pas vraiment, sa population. Sa population est démobilisée aujourd'hui. Juste, il faudrait se rappeler que quand en 2014, la Crimée a été occupée, effectivement, les Russes étaient dans les rues. Alors que quelques années après, lorsque la Deuxième Guerre éclate, on voit que la population, la première réaction que la population montre, c'est de quitter le pays. La population masculine quitte le pays. On fait des queues interminables devant l'IKEA, donc on porte le deuil. On fait des queues interminables devant le McDonald's pour avoir le dernier cheeseburger. Non, je pense que la population aujourd'hui ne s'est pas montrée avec, disons, un excès de patriotisme, ni dans les rues, ni d'une manière générale. Mais est-ce qu'elle pourrait se soulever? Là, c'est encore autre chose. Et ça, c'est une autre chose. Je crois qu'effectivement, il faudrait sans doute se placer dans un temps long. Poutine a perdu. Poutine a perdu parce qu'effectivement, l'Ukraine n'a pas capitulé. L'Ukraine a survécu. L'Ukraine a survécu aussi à la guerre de l'hiver qui avait été déclenchée. L'Ukraine survit aujourd'hui au bombardement. Mais Poutine n'a pas gagné non plus. Aujourd'hui, il y a quand même quelques 15 000 procès contre les dissidents en interne. La dissidence est là. Cette dissidence, certes, n'est pas un mouvement massif, mais 15 000 personnes dans le contexte actuel aujourd'hui, c'est quand même pas négligeable. Donc il faudrait miser sur la démocratie en Russie, mais il faudrait aussi savoir que le temps court ne marche peut-être pas nécessairement pour nous. Peut-être que la démocratie russe doit se penser à partir de l'horizon des années 2030 et pas nécessairement en partant de la situation de 2022-2023. Alors vous évoquez aussi, effectivement, vous revenez sur cet argument qui a été brandi, un peu moins aujourd'hui, mais quand même, sur la nazification de l'Ukraine, argument brandi par Vladimir Poutine. Alors vous rappelez qu'il y a un théologien de Poutine, Timofey Stergaïtsev, qui donc lui aussi déjà avait annoncé ce qui était en train de se passer. Vous parlez même d'un Mein Kampf de Vladimir Poutine. Oui, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la Russie officielle accuse l'Ukraine d'être devenue une terre de néo-nazification, alors que quand on regarde l'idéologie poutiniste, c'est une idéologie qui est national-bolchevique au sens propre du terme. L'ensemble de vocabulaire pré-nazi et post-nazi de l'Allemagne du Troisième Reich est récupéré aujourd'hui par le régime de Poutine. Lorsque le régime de Poutine évoque la notion d'espace russe, cela ne signifie rien d'autre que le Lebensraum, ça veut dire l'espace vital nazi. La pureté de la nation, le fait qu'effectivement il y a une supériorité ontologique de la nation russe qui aurait une mission. Oui, c'est un objet, l'Ukraine, finalement. On peut en faire ce qu'on veut. Enfin, c'est ce que. L'Ukraine, c'est l'espace russe par excellence. Et donc, il faudrait que l'espace et l'espèce se juxtaposent. Et donc, l'histoire. Il en est question, vous l'évoquiez, il s'en remet, Vladimir Poutine, donc au 19e siècle. Son modèle, c'est plus Staline, on sent cette réhabilitation de Staline. Et en revanche, comme repoussoir, c'est Lénine. Alors expliquez-nous pourquoi cette différence vraiment entre ces deux figures russes. Alors il y a deux boucs émissaires à vrai dire. D'abord l'année 1917, pas uniquement Lénine, mais la révolution. La première révolution, ça veut dire la révolution de février qui était une révolution démocratique. Lénine ne comptait pas encore beaucoup, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est l'Empire russe qui s'est sabordé en quelque sorte, tant les conséquences de la Première Guerre mondiale étaient devenues ingérables, et tant le régime avait été abandonné à la fois par le prolétariat, par la bourgeoisie russe, par la paysannerie russe, mais aussi par la dynastie. Et je crois qu'effectivement, la prise de conquête par les bolcheviks, la prise de pouvoir par les bolcheviks n'a eu lieu que dans ce contexte. Et donc, pour Poutine, il s'agit effectivement d'une double trahison de l'élite russe. Donc l'élite russe qui s'est aliénée à la nation, à son histoire, à sa mission historique, à son ontologie, et qui a effectivement créé de toutes pièces l'Ukraine, ce qui n'est bien entendu pas vrai. Et puis,
Un deuxième bouc émissaire, c'est quand même la période de perestroïka. Donc, Oui, cette période de c'est la période réforme. ONI. Voilà, c'est la période ONI, c'est Gorbatchev, effectivement. C'est ces élites démocrates qui sont en quête de reconnaissance des crimes de Staline. C'est Sakharov, qui est le père de bombes nucléaires russes, mais aussi c'est le père de Mémorial russe. C'est Helena Bonner. C'est vraiment toute une dissidence. Oui, tout ça, ce sont des repoussoirs. Amit Bozarslań, juste une dernière question par rapport à la Chine. Là, on voit que tout le monde se tourne vers la Chine. Alors là aussi, c'est être aveuglé ou pas? C'est totalement être aveuglé. Et on le voit depuis 15 ans. On le voit dans le langage diplomatique russe, dans le langage diplomatique chinois, qui est devenu d'une extrême brutalité. On le voit dans le non-respect des accords signés à propos de Hong Kong. Aujourd'hui, Hong Kong est devenu une sorte de colonie intérieure de la Chine. On le voit à propos de Xinjiang, donc cette région ouïghour, et on le voit d'ailleurs aussi dans la stratégie de rapprochement extrême de la Chine avec la Russie. Nous, là, on s'aveugle de nouveau. Et ça fera l'objet d'un nouveau livre, qui sait. Merci Amit Bozarslań d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Ukraine, le double aveuglement, aux éditions CNRS. Merci à vous. Merci.